Nous sommes en 1997. Le film Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki, sort au cinéma. C'est le 7e film du cinéaste à qui on doit précédemment dans l'ordre le château de Cagliostro, Nausicaa de la vallée du vent, le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière et finalement Porco Rosso. Au Japon, le film bat tous les records au box-office, devenant à sa sortie le film le plus rentable de l'histoire du Japon. Les spectateurs sont bouleversés par le récit, l'animation et la puissance du message, mais les occidentaux acclament le film également en faisant une standing ovation lors du festival de Berlin en 1998. Et pourquoi ce film est-il aussi intéressant? Que nous dit-il sur notre rapport à la nature, à l'écologie? Que nous dit-il sur la guerre, la violence, l'identité ou la dualité? Et finalement, en quoi Princesse Mononoke est un chef-d'œuvre à voir et à revoir? Nous sommes dans le Japon médiéval. Ashitaka, un prince de la tribu des Emishi, est frappé d'une malédiction après avoir tué Nago, un dieu sanglier devenu un démon. Condamné à mourir, il doit se rendre à l'ouest pour trouver la cause de la colère de la nature et la raison de sa malédiction. Ashitaka veut donc se rendre dans la forêt où vivent les esprits, mais il croise deux hommes blessés par la déesse louve Moro sur la route. Il décide de les ramener à leur village, où il est chaleureusement accueilli par des femmes. Et là-bas, il rencontre Dame Eboshi qui dirige ce village. Elle a sauvé les femmes de leur ancienne condition de travailleuse de sexe, elle recueille tous les indigènes comme les lépreux à qui elle confie la tâche de maintenir et améliorer l'artillerie du village. Ses armes servent à lutter contre les esprits de la forêt. C'est d'ailleurs Dame Eboshi qui a tiré sur Nago et qui l'a transformé en démon. Pendant la nuit, San, la princesse Mononoke, pénètre dans le village pour tuer Eboshi, mais Ashitaka s'interpose entre elles. Il quitte le village avec San, mais reçoit une balle en partant. Il sera soigné par le dieu cerf pendant son sommeil. En parallèle, le village est attaqué par des samouraïs qui cherchent à s'emparer des armes. Dame Eboshi décide d'aller tuer le dieu cerf pour ne plus avoir de problème avec les esprits de la forêt et pour pouvoir exploiter la forêt et ses ressources pour continuer à faire vivre son village. Les sangliers dirigés par le dieu sanglier attaquent les forces de Dame Eboshi, mais ils sont décimés. Le dieu sanglier est gravement blessé et San l'emmène jusqu'au dieu cerf pour qu'il le guérisse, mais il commence déjà à se transformer en démon. Le dieu cerf arrive et libère le dieu sanglier qui meurt, tout comme Moro. Dame Eboshi profite de ce moment pour décapiter le dieu cerf, mais ce geste le transforme en une forme visqueuse qui ôte la vie à tout ce qui la touche. Moro, avant de mourir, arrache le bras de Dame Eboshi. Ashitaka et San parviennent finalement à récupérer la tête du dieu cerf et à lui restituer. Ce dernier guérit la forêt qui redevient verte et en pleine forme. San ne peut pas pardonner aux humains et choisit de rester dans la forêt. Ashitaka, lui, décide d'aller vivre au village des forges et promet à San de revenir la voir souvent. Dame Eboshi, en reconnaissance de leur action, s'engage à repartir de zéro pour que son village cohabite davantage en harmonie avec la forêt. Dans la tradition japonaise, les éléments naturels comme les arbres, les montagnes et les rivières peuvent être habités par des esprits divins, des kami. Dans Princesse Mononoke et bon nombre de Ghibli, la nature est un personnage à part entière. Elle est vivante et consciente. Elle peut s'exprimer et a ses propres règles. Ici, le dieu cerf incarne une sacralité ultime. Il peut donner la vie et la reprendre. Son apparence est majestueuse. Les petits esprits des arbres ne parlent pas mais existent. Ils vivent en harmonie et participent à la vie de la forêt. Les animaux comme Moro, la louve ou encore le dieu sanglier sont des animaux et des divinités. Ils peuvent penser, parler, souffrir, mais ne sont pas humanisés à outrance. Ils possèdent des particularités singulières qui font d'eux des êtres vivants à part entière. La nature vit de manière autonome et n'a pas besoin de l'humain. On peut même penser que ces derniers méprisent et détruisent la nature de manière volontaire, sans se soucier des âmes qui la composent. En vérité, Miyazaki refuse de dresser un portrait manichéen dans lequel les humains sont les méchants et les esprits de la nature les gentils. C'est bien plus complexe. Les humains certes font du mal à la nature, mais ce à cause de leur ignorance et de leur besoin vital de survivre et de se développer. Par exemple, Dame Eboshi est un des personnages les plus intéressants et complexes. Elle coupe les arbres, chasse et tue les dieux animaux, construit des armes, mais parallèlement elle veut offrir aux lépreux, aux femmes rejetées, aux habitants du village un avenir meilleur. Elle fait confiance au progrès et à la modernité pour mettre son village à l'abri. Et on peut d'ailleurs voir que tout le village prospère et heureux. Les femmes ont un vrai rôle à jouer, elles sont épanouies, et les hommes s'entendent tous. Les lépreux sont enfin considérés. Les chasseurs, les soldats, les forgerons ne sont jamais montrés comme des personnes cruelles, qui aiment faire du mal,
mais plutôt comme des humains pris dans un système plus vaste qui les dépasse. Le fer est la matière qu'ils volent et puisent dans la nature, mais c'est un outil de progrès qui permet de fabriquer des armes et donc de se protéger contre les samouraïs. L'époque médiévale est aussi celle du progrès dans les constructions, les conceptions techniques et la puissance. Reprocher à ce village de puiser dans la nature est un peu hypocrite, car c'est aussi leur demander de repenser entièrement leur conception du village et se mettre en danger. Et le danger que constitue l'humain dans Princesse Mononoke est essentiellement son ignorance et sa contradiction. Pour lui, vivre et survivre, c'est faire du mal à son environnement, alors qu'on peut en fait cohabiter avec lui, s'en servir comme une force plutôt que l'abîmer. Dame Eboshi n'est pas une femme avide de pouvoir, et ses actions ne sont guidées que par l'intérêt obsessionnel qu'elle porte à son peuple et à son devoir de le protéger. De plus, le mal qu'elle commet pousse les esprits de la forêt à se protéger et se venger. Ces derniers sont donc dans l'obligation de tuer des hommes du village lors des combats. Le manque de conversation entre les deux groupes pousse chacun des partis à penser que le méchant est l'autre, alors que les deux tuent et participent à perpétuer la violence. Le seul personnage qui choisit de ne prendre parti pour aucun camp mais au contraire de chasser la haine avant tout, c'est Ashitaka. Seulement les faits sont là, le mal est commis, et le film nous montre parfaitement le cycle naturel que l'exploitation de la forêt par l'humain brise. Les dieux animaux deviennent fous, se transforment en démons, comme Nago le sanglier, la haine se transforme en malédiction et contamine des humains, comme Ashitaka, la mort du dieu cerf provoque l'apocalypse, la nature s'effondre et ne renaît que difficilement, en bref, tout est lié. La blessure d'un arbre, d'un animal, d'un homme, d'un dieu, quand on blesse la nature, on se blesse soi-même. Dame Eboshi blesse son village en faisant du mal à la nature, car sans elle, il n'y a plus de vie. Miyazaki ne condamne pas le progrès, il n'exige pas un retour à la nature pure, mais il préconise une réconciliation entre les deux, qui demande des sacrifices. San ne peut pas vivre avec les humains, qui sont pour elle la raison du mal, quant à Ashitaka, il ne peut pas vivre avec les loups. Ils doivent donc trouver une position intermédiaire, apprendre à vivre ensemble sans avoir besoin forcément de se côtoyer. À la fin du film, la forêt renaît. Dame Eboshi promet de ne plus s'en prendre à la nature, San de retourner vivre dans son coin, Ashitaka de vivre avec les humains, mais de faire en quelque sorte le relais entre les deux groupes. Ce n'est pas un happy end, puisque le dieu cerf est mort, mais c'est une fin qui traduit un espoir, celui d'une possibilité d'équilibre, de cohabitation. Il ne faut pas être dans l'excès et refuser tout progrès, mais il ne faut pas non plus vouloir tout dominer au point de tuer ce qui permet paradoxalement de vivre. Princesse Mononoke n'est pas un simple film écologiste qui reviendrait à dire que l'homme est un fléau pour la nature, qu'il la détruit chaque jour de plus en plus, même si ce message contient une part de vérité. Le film possède un message davantage philosophique, qui repose sur l'idée d'une spiritualité et d'un lien entre les deux entités. L'homme ne peut s'exclure de la nature, cependant il doit cesser de vouloir la posséder. Il doit vivre avec elle, en faire une alliée. Finalement, le constat est simple. Ce qui désunit chaque groupe et chaque figure, c'est la haine, la guerre, la violence. Le film met en scène plusieurs niveaux de conflit. D'une part, on nous montre la guerre entre les humains, qui est universelle et intemporelle. C'est d'ailleurs prouvé par ce qui se passe encore aujourd'hui. Bref, le clan de Dame Eboshi s'oppose à celui de l'empereur, avec les samouraïs, pour le contrôle du fer. C'est une guerre politique et économique, marquée par des intérêts matériels et une soif de pouvoir. Dans un second plan, on a la guerre entre l'humain et la nature. C'est l'élément central du film. La récolte du fer fait du mal à la forêt, tue les animaux, provoque la colère des dieux de la nature, et cette dernière est obligée de réagir violemment à la violence qu'on lui fait vivre. Et finalement, en dernier plan, nous avons une guerre entre les forces de la nature elle-même. Par exemple, le vieux sanglier Okoto et Moro la louve sont des divinités animales, mais ils ne sont pas d'accord sur la stratégie. Otoko veut attaquer quitte à mourir, tandis que Moro est plus méfiante. Tous les niveaux sont en guerre, c'est un enchevêtrement de violence, un cycle qui se nourrit à cause d'un manque d'équilibre entre chaque groupe, d'un manque de communication à cause d'ignorance. La guerre n'est jamais glorifiée, ni romantisée, tout est montré dans une brutalité crue. Les décapitations par les flèches d'Ashitaka, les corps mutilés, le sang, les cris, le malheur. Mais la violence vient de tous les camps. Les sangliers sont aveuglés par la haine et veulent se battre contre le village. Dame Eboshi ne pense qu'à tuer le dieu cerf pour protéger son camp. Ashitaka lui-même tue quand c'est nécessaire et qu'il est en danger. Et sa violence est extrêmement forte car il est possédé par le démon. La violence est partout. Elle contamine chaque environnement, ne laisse personne sur le côté. Tout le monde tue, tout le monde est plein de haine à l'égard de l'autre qui ne lui ressemble pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a deux mondes déséquilibrés qui n'ont pas appris à vivre ensemble. Ashitaka est un personnage profondément symbolique. Son bras est infecté par la haine, il est dévoré davantage chaque fois qu'il utilise sa force. C'est ici qu'on comprend l'enjeu. Plus la haine nous consume, et plus il est difficile d'en sortir et d'y voir clair. Aveuglé par la haine, tout devient flou, et pousse davantage à utiliser la violence. En bref, la haine nourrit la haine, la violence nourrit la violence. Ashitaka l'a compris et décide de ne prendre aucun parti. Il veut comprendre, écouter, réconcilier. Il n'appartient pas à un groupe, il est entre les deux. Il porte l'équilibre. C'est une figure clairement christique, bouddhique. Il porte en lui la douleur du monde, mais refuse de répondre par la violence. À force de haine, de chaos, à force de vouloir chacun exploiter le sacré dans son intérêt, la nature finit par mourir. Cela est symbolisé par la mort du dieu cerf. C'est un châtiment symbolique. Le monde lui-même vient de se punir, est condamné à mourir. Il n'y a pas de vainqueur. La nature perd son dieu cerf, meurt, les villageois perdent leurs habitations, leurs repères, chacun est condamné par sa propre action. Le méchant n'est pas un personnage ou un clan, c'est la haine qui consume tout le monde et qui pousse à faire le mal. C'est le fait de se battre chacun pour sa paroisse en considérant les autres comme des ennemis au lieu de naturellement vivre ensemble. À la fin du film, l'herbe verte repousse, chacun repart chez lui,
Chacun décide de cohabiter pour peut-être par l'humilité, la reconnaissance des erreurs, la raison, arriver à la paix. L'homme détruit la nature et se met lui-même en danger en refusant de cohabiter avec elle. Princesse Mononoke a bientôt 30 ans, mais résonne encore aujourd'hui. モロ、森と人が争わずに済む道はないのか。本当にもう止められないのか。人間どもが集まっている。奴らの火がじきにここへ届くだろう。サンをどうする気だ。あの子も道連れにするつもりか。いかにも人間らしい手前勝手な考えだな。サンは我が一族の娘だ。森と生き、森が死ぬ時は共に滅ぶ。